Merci Saveria. À quoi joue Emmanuel Macron hier lors de son premier grand meeting de campagne? Le ministre de l'économie s'est présenté comme un potentiel candidat à la présidentielle, un candidat anti-système, vite recadré par un Manuel Valls exaspéré, alors que François Hollande n'a pas encore réagi. Julie Hulin. Emmanuel Macron, détendu, tout sourire. Éclat de rire sur le perron de l'Elysée. Ce matin, à la sortie du Conseil des ministres, l'ambiance était bon enfant. Quelques minutes plus tard, Stéphane Le Foll répond aux questions des journalistes. Non, le meeting d'hier soir d'Emmanuel Macron n'a pas été évoqué ce matin. Mais oui, l'exécutif a besoin de cohérence. Aujourd'hui, le Conseil des ministres est consacré à ce qu'on doit faire et ce que l'on fait pour la France et les Français. Donc ça n'a pas été évoqué. Car s'il laisse encore planer le doute, ce sont bien des Macron présidents qui résonnaient hier soir à la Mutualité. Ce mouvement, parce que c'est le mouvement de l'espoir et que notre pays en a besoin, ce mouvement, nous le porterons ensemble jusqu'en 2017 et jusqu'à la victoire. Un air de provocation qui agace de plus en plus à gauche. J'ai trouvé un peu facile les critiques anti-système quand on est totalement né du système. Moi, j'ai pas entendu le début du commencement d'une idée. Il est quand même le pur produit d'un système. Quant à Manuel Valls, après avoir glissé hier qu'il était temps que tout s'arrête, il accuse ce matin directement Emmanuel Macron. On ne peut pas dénoncer un prétendu système en cédant aux sirènes du populisme quand on est soi-même le produit le plus méritant de l'élite de la République. Le combat est lancé. François Hollande va maintenant devoir se positionner. Son discours du 14 juillet lui en donnera l'occasion. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. François Patriat, bonjour, sénateur socialiste de la Côte d'Or, un des fervents soutiens de Emmanuel Macron. Vous étiez d'ailleurs hier à son meeting. Avec nous également Jérôme Sainte-Marie, bonjour, président de l'Institut Polling Vox. Et puis Ambroise Méjean, bonjour. Vous êtes membre du collectif Les Jeunes avec Macron. François Patriat, est-ce qu'il faut sortir de l'ambiguïté? Il y a un appel à la clarté qui est demandé. Est-ce que Emmanuel Macron doit quitter le gouvernement? Cette décision elle lui appartient d'abord à lui et ensuite au chef de l'État. Donc c'est pas à moi à vous dire aujourd'hui qu'il doit quitter. Je peux vous dire qu'il y a autour d'Emmanuel Macron des gens, le mouvement En Marche en particulier, qui souhaitent cette clarification, qui la demandent, plutôt majoritairement. Il y a dans l'entourage proche d'Emmanuel Macron un certain nombre de personnes qui disent que c'est un bon ministre, qu'il est à sa place, qu'il a des résultats contrairement à ce que j'entends, qu'il travaille et qu'il fait son métier de ministre et qu'il fait de la politique aussi à côté, qu'il fait de la politique différemment, qu'il est le seul responsable politique de gauche aujourd'hui à pouvoir réunir 4000 personnes un 12 juillet à la Mutualité dans une ambiance particulièrement chaleureuse et émouvante, qu'il souhaite le faire. Alors la décision elle lui appartient à lui. Je ne connais pas la religion d'Emmanuel Macron en la matière. Je pense qu'il y réfléchit lui-même, mais que je pense que dans ce ministère, il sent qu'il a une tâche et qu'il veut l'accepter. Il était absent des questions d'actualité cet après-midi à l'Assemblée nationale. Faut-il y voir un signe? Non, pas du tout, pas du tout. Emmanuel Macron ne vient pas à toutes les questions d'actualité. Dans le même temps, il a beaucoup de réunions, beaucoup de travail. Et je sais qu'il se déplace beaucoup sur le terrain pour aller voir les entreprises qu'il a aidées à se reconstituer et à repartir. Jérôme Sainte-Marie, on sait que François Hollande, visiblement, n'a rien dit ce matin lors du Conseil des ministres. Il est très attendu demain, lors de son intervention présidentielle du 14 juillet. Il doit, lui, clarifier la situation d'Emmanuel Macron, si Emmanuel Macron ne le fait pas lui-même. Je ne suis pas sûr, mais je vais revenir quand même sur cette question d'Emmanuel Macron par rapport à la présidentielle, puisque en fait, le sujet, c'est bien cela. D'ailleurs, l'extrait que vous avez passé, c'est bien 2017, la victoire. C'est très problématique. C'est très problématique. Alors je parle en tant qu'observateur. C'est vrai que forcément on pense beaucoup à Michel Rocard quand on voit l'aventure Emmanuel Macron telle qu'elle se déroule. Mais Michel Rocard en 80, avant en 88, était porteur d'une espérance de victoire beaucoup plus grande à l'époque que François Mitterrand. Les sondages étaient très favorables. Moi, à mon modeste niveau, si vous voulez, d'observateur de l'opinion, ce que je constate simplement, c'est que quand on teste Emmanuel Macron comme candidat, il arrive péniblement à 12-13%. Non, 37 aujourd'hui. 37. Chez les Français, c'est 37%.
en intention de vote à la présidentielle. En intention de vote, il est à plus de 20% aujourd'hui. Ah, moi je dis FOP à 12-13% parce que dans ce cas-là, ça provoque forcément la candidature de quelqu'un d'autre par socialiste. Là, la personnalité testée, c'était Montebourg. Et effectivement, on arrive à un résultat qui ne permet pas davantage la qualification de la gauche, si tant est qu'Emmanuel Macron accepte ce qualificatif, j'en suis pas sûr, eh bien, ne permet pas davantage, il n'est pas porteur d'autre chose. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'électorat de substitution. Vous avez été hier à la Mutualité. Moi, je ne suis pas rentré, mais j'étais devant la Mutualité. J'ai vu les 3000 personnes. 3000, ça me paraît beaucoup. 3000 dedans, c'est sûr. Et 600. Alors, c'est même pas qu'il y ait 3000 places. Il y a une guerre des chiffres sur ce plateau. C'est surtout, j'ai vu une population totalement homogène, portant le costume comme vous et moi. C'était très, très sympathique, mais ça correspond, pour l'instant, il perce dans une catégorie sociale extrêmement délimitée, extrêmement circonscrite, et il n'est pas porteur pour l'instant d'autre chose que des espérances de la défense et des retraités. Vous avez vu le président de la Chambre des métiers dans son fauteuil? Est-ce qu'il avait le costume comme vous et moi? Vous l'avez vu? Vous l'avez vu témoigner? Non. Alors il fallait l'écouter. Ambroise Méjean, allez-y. Et pour contester cette vision, on peut aussi dire que, par exemple, pour le collectif des Jeunes avec Macron, on est aujourd'hui 7500. Parmi les 7500 membres, on est 75% de primo-adhérents, de primo-engagés en politique. Donc peut-être que vous avez vu une certaine catégorie sociale lors de ce meeting. Moi, je ne crois pas. Je pense vous travaillez en quel établissement? Vous êtes étudiant en quelle école? Je suis étudiant d'HEC, mais je viens d'Ardèche. Voilà. Je viens d'Ardèche. J'ai fait une prépa... Non, c'est pas un péché. C'est assez symbolique de la méritocratie que défend Emmanuel Macron. Je suis provincial. J'ai fait une prépa publique à Lyon dans l'enseignement public et je suis arrivé à HEC. Donc ça montre qu'on peut y arriver. Et parmi les gens qui croient à Emmanuel Macron, il y a beaucoup de gens qui croient à cette possibilité et à la nécessité d'offrir aux gens la possibilité d'y arriver. Je suis entouré d'amis extrêmement sympathiques qui soutiennent la démarche d'Emmanuel Macron. Je constate simplement quand je regarde les sondages ont un immense avantage, c'est de permettre de connaître l'opinion des gens qui ne nous ressemblent pas précisément. Et là, je ne vois pas, si vous voulez, l'extension de la macromania à cette population. Est-ce qu'il a fait une erreur, François Patria, Emmanuel Macron, de faire un discours anti-système? On a bien vu tout de suite les critiques derrière, on l'entendait, le recadrage de Manuel Valls sur justement un candidat purement issu lui-même du système. Ce qu'on demande à un homme politique, c'est de la lucidité, c'est de la vision et c'est de l'espoir. Est-ce qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron de dire que le système dans lequel nous vivons, auquel j'appartiens, dans lequel je milite aujourd'hui, depuis 30 ans, tourne en rond parce que c'est l'entre-soi des partis, qu'on n'est pas capable, entre la droite et la gauche, de se parler pour faire les réformes dont ce pays a besoin? Est-ce être anti-système que d'appeler les gens à un peu plus de réalisme, un peu plus de courage, un peu plus de volonté, parce que ce pays doit choisir entre le déclin et la réforme pour avancer, et que pour y arriver, il faut une autre méthode. C'est pas, vous savez, pour revenir sur ce sujet, je crois que ce qui est essentiel, si je n'avais qu'une chose à dire, ce soir je le dirais. Je n'ai jamais entendu un homme politique comme Emmanuel Macron faire un discours d'1 heure, comme ça, sans jamais, pendant 1 heure, attaquer qui que ce soit. Ce discours, il était positif. Il n'y a pas eu quand même quelques petites attaques, notamment vis-à-vis de Manuel Valls? Aucune attaque personnelle. Il ne répond même pas. J'ai entendu tout à l'heure Mme Hidalgo, j'ai entendu d'autres socialistes hier le critiquer. Je trouve que c'est déplorable pour la gauche. Mais en même temps, ça me rassure. À chaque fois qu'ils attaquent Emmanuel Macron, ils le font monter. Jérôme Sainte-Marie, est-ce qu'il vaut mieux pour François Hollande qu'il soit dans le gouvernement ou hors du gouvernement? Ou est-ce qu'il est plus dangereux selon vous? Avant de répondre, juste un point, je m'accorde totalement avec M. Patria. Il y a quelque chose de très spécifique dans le discours actuel de Emmanuel Macron, c'est qu'il est porteur de valeurs positives. Et il est porteur d'espérance, etc. Et ça, je crois qu'au-delà de toutes les contradictions de sa démarche, il y a quelque chose qui est vraiment tout à fait singulier, et il ne pose pas la politique comme devant simplement résoudre des problèmes, mais comme étant porteur d'une vision. De ce point de vue-là, il est dans une démarche qui est de fait assez présidentielle. Du coup, je vais vous répéter votre question. Est-ce qu'il est le plus dangereux, Emmanuel Macron, dans ou à l'extérieur du gouvernement, selon vous, pour François Hollande? Forcément, c'est à l'extérieur. Je crois qu'il serait le plus dangereux, d'autant plus qu'Emmanuel Macron a un positionnement qui est très ambigu. Je pense qu'hier, alors je ne parle pas sous vos contrôles, je veux donner mon point de vue tout à fait indépendamment, eh bien, je pense qu'hier, la démarche était avant tout de retrouver sa liberté d'action. Non pas de poser un rapport de force. Est-ce qu'il peut l'avoir en étant au sein du gouvernement? Il y a une certaine ambiguïté, Jérôme Sainte-Marie. Il est très faible, il n'y a pas de ressources partisanes. Il y a par exemple des parlementaires dont vous faites partie qui sont là, mais malgré tout, le rapport de force au niveau strictement structurel ne l'est pas favorable. Dans l'opinion, c'est très ambigu. Mais là, effectivement, il retrouve sa liberté d'action et ça lui permet de se positionner de manière très indépendante par rapport à 2017. Quand vous regardez ce que veut Emmanuel Macron, ce qu'il dit simplement.
Je ne sais pas ce qu'il veut. Moi, je sais ce que j'entends ce qu'il dit. On a une démarche qui est très différente de celle de Manuel Valls ou même de Michel Rocard, à l'époque où, en tout cas, il était candidat. Il ne s'agit pas simplement... Quelques petites allusions, d'ailleurs, hier dans le discours, mais pas vraiment de revendication de l'héritage. Le discours n'est pas simplement de moderniser la gauche. On ne peut même pas dire qu'Emmanuel Macron soit à la droite de la gauche. Il est tout simplement ailleurs. Une offre politique nouvelle, c'est ainsi qu'il se définit. Il a dit je suis de gauche différemment. Oui, enfin de gauche culturelle. Je suis de gauche. Oui. Mon gène, c'est la gauche. J'ai toujours été de gauche. Mais il veut rassembler aussi tous les progressistes, c'est ce qu'il dit. Quand il dit tous les progressistes, il dit bien des gens au centre, à gauche et à droite. Ce qui est important dans un discours politique, vous le savez très bien, c'est le projet, c'est pas les racines. Et donc, ce projet-là est bien différent de celui de Manuel Valls, qui était de régénérer la gauche en étant, peut-être en se coupant d'une partie de la gauche, en intégrant du centre, un projet qui ressemblait beaucoup au rocardisme originel. Là, on est sur un discours qui est tout à fait différent. Ce qui signifie que pour 2017, il a intérêt à être libre. Parce que si jamais vous avez Alain Juppé qui est élu président de la République, eh bien, ce discours demeure totalement compatible. Ambroise Méjean, qu'est-ce qui séduit les jeunes, selon vous, chez Emmanuel Macron? C'est justement cet aspect nouveauté, cet aspect de rassemblement des progressistes, des forces allant de la gauche à la droite. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vision parmi la jeunesse qui est de se dire que la politique, avec des hommes politiques qui refusent le compromis, qui refusent d'avancer dans le sens du progressisme, justement, et préfèrent se limiter à des appareils, à un parti, c'est quelque chose qui est trop négatif, qui ne représente pas ce que doit être la politique. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, eh ben, il incarne cette capacité à rassembler les progressistes, à dire, moi, sur certains sujets, je suis capable de travailler avec des gens qui ne pourront pas travailler avec d'autres personnes dans mon camp. Et cette vision progressiste, elle s'inscrit aussi dans un projet. Il a parlé hier de son plan d'action pour la France. Et ce plan d'action pour la France, c'est quelque chose qui est capable de rassembler à la fois des jeunes, mais aussi une grande partie des Français, je pense. Alors on a vu un discours, vous l'avez dit, d'1 heure, un discours inédit selon vous, avec des valeurs positives. Pourtant, c'est un discours sans fond. C'est Didier Guillaume, le président du groupe PS ici au Sénat, qui le dit, on l'écoute. Emmanuel Macron, on le sait, transgresse, veut aller de l'autre côté, parfois de la rive. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a été recruté par François Hollande pour être son collaborateur à l'Élysée. Il sait ce qu'il me doit, a dit François Hollande. Oui, il a été mis en place au gouvernement pour être un des ministres. Il sait ce qu'il doit au président de la République. Il doit tout. Il doit tout. Il y a 4 ans, il n'était pas dans la vie politique. Aujourd'hui, il l'est. J'en suis ravi parce qu'Emmanuel Macron a beaucoup de choses à faire valoir. Mais je voudrais simplement rappeler 2 choses. Moi, j'ai beaucoup écouté ce qui a été dit hier soir dans ce meeting. Pas un mot sur le bilan du gouvernement. Bilan pour lequel il a contribué comme collaborateur à l'Élysée et comme ministre. Pas un mot contre la droite. Pas un mot sur l'extrême droite. Peu de propositions. Il a fait le show hier soir. Hier soir, oui, je crois que c'était un show de communication plutôt bien fait, avec les prompteurs à la Obama, etc. Mais il faut mettre du fond dans la vie politique. Parce qu'il y a eu beaucoup de comètes qui sont passées. Et puis certaines se sont éteintes. Et moi, je demande à Emmanuel vraiment de mettre du fond et d'aller vanter le bilan. Il n'y a pas de fond dans le discours d'Emmanuel Macron. D'abord, Didier Guillaume, aujourd'hui, critique son ministre en disant qu'il n'a pas de fond. Moi, je voudrais quand même qu'on sache ça. Dans le discours d'hier soir, il aurait dû être là. J'aurais aimé que Didier vienne, parce qu'après tout, même s'il a des remarques à faire, il pouvait venir. Tout le monde était invité. Il aurait pu venir. J'ai entendu au contraire beaucoup de fond sur l'analyse de la situation, du monde, de la France, de la politique, sur la méthode. C'était pas un discours de candidat hier soir. C'était un discours du mouvement En Marche qui doit proposer un projet. Et la candidature, c'était la candidature d'un projet à la présidentielle, pas d'un homme. Peut-être ce sera Emmanuel Macron qui le portera lui-même, si les circonstances le permettent. Mais ne tenons pas compte des sondages. Aujourd'hui, ils ne veulent rien dire à un an. Et si on prenait les sondages, on pense qu'il y a de bien ce qui vous arrange. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est le ministre de gauche le plus populaire. Premièrement, plus populaire. Et quand on interroge les chefs d'entreprise, écoutez bien, chefs d'entreprise, qui voulez-vous comme demain, comme président de la République élu? 48% répondent Emmanuel Macron. Combien répondent pour François Hollande aujourd'hui? Combien répondent pour Manuel Valls? Vous avez vu? 7, 8, 3. Oui, donc, voyez, prenons celui-là. Prenons aussi dans le classement. Le suffrage n'est pas encore censitaire, vous savez, en ce pays. Donc, les sondages, je n'en tiens pas compte. Oui. Ce que au contraire, je dis à Didier Guillaume, Emmanuel Macron a aujourd'hui un bilan très favorable. Il pourrait, les socialistes, au lieu de dire, mes amis socialistes, de dire Emmanuel Macron n'a pas de bilan, il pourrait parler aujourd'hui du bilan de la loi, de ce qu'il a fait pour le CICE,
pour le pacte de responsabilité, de ce qu'il a fait pour les zones blanches et pour le dispendieux haut débit, ce qu'il a fait pour les objets connectés, ce qu'il a fait pour sauver Areva, ce qu'il a fait pour sauver EDF. Emmanuel Macron a un bilan extrêmement positif en économie. 188 000 emplois, les bus aujourd'hui, l'ouverture le dimanche, tout ça, ça crée de l'emploi, de l'activité. Dans la loi Macron, effectivement, qui porte son nom. C'est un vrai bilan. Jean Sainte-Marie. Alors, je vais accorder tout de suite à M. Patria un point, c'est que je ne dirais pas que les sondages ne veulent rien dire, ils mesurent un état de l'opinion, mais qu'effectivement, dans une période de tel doute, de telle décomposition politique, eh bien, l'offre politique, et là on a bien une offre nouvelle, peut effectivement restructurer, rebattre les cartes, comme on dit familièrement. Donc ça, je ne dis pas du tout que c'est prédictif, c'est possible. C'est possible. Ce que je constate quand même, c'est qu'on a effectivement, en termes de popularité, un phénomène Macron qui est indéniable. Ça, je ne serais pas sondeur si je ne le constatais pas. Mais il est nourri très largement de sympathisants de droite. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais quand vous passez aux intentions de vote, vous vous rendez compte que vous avez presque les 2/3 des sympathisants des Républicains qui ont aujourd'hui une bonne image d'Emmanuel Macron. Mais vous avez ensuite deux phénomènes moins sympathiques pour vous. D'une part, vous avez plus qu'environ 10%, quand il est testé en tant que candidat, plus que 10% des sympathisants républicains. Encore une fois, les 2/3 l'aiment bien, mais il n'y a plus que 10% d'entre eux qui voteraient pour lui au premier tour, et que par ailleurs, il provoque une fracture au sein de la gauche qui est telle que déjà que la gauche qui est réduite au départemental à peu près 35% du suffrage se divise quasiment en deux. Là, il y a une équation électorale qui est quand même très difficile à résoudre ensuite. Il joue contre son propre camp, Ambroise Méjean, Emmanuel Macron. Non, il ne joue pas contre son propre camp. Il est en train de créer une dynamique qui se veut rassembleuse. Et donc, ce n'est pas jouer contre son camp que de donner une nouvelle dimension à la politique en proposant quelque chose de nouveau. S'il jouait contre son camp, il serait en train de faire des phrases négatives. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est uniquement dans un projet, dans une vision pour la France. Il l'a montré hier et il continuera à le montrer. On a beaucoup de militants qui sont engagés sur le terrain. On est 7500 jeunes avec Macron. Il y a 4000 personnes qui marchent quotidiennement et 50% sont des jeunes avec Macron pour récolter les témoignages des Français, pour savoir ce que les Français pensent de l'état du pays. Et donc Emmanuel Macron, il est dans cette vision-là, c'est-à-dire la volonté de créer un projet, et ce projet doit s'appuyer sur la vision qu'ont les Français du pays. Donc non, il n'est pas en train de créer un conflit au sein de la gauche, il est en train de promouvoir une nouvelle vision. François Patria, on est à moins d'1 an de la présidentielle. Comment peut-il capitaliser sur son meeting ? Dis-moi, c'est une première marche d'en marche. Moi, j'étais présent à Amiens lorsqu'il a lancé le mouvement. Parce que je crois, aujourd'hui, non seulement dans l'homme Emmanuel Macron, mais aussi dans la démarche qu'il propose. Parce que tout le monde a dit dans ce pays qu'on devait faire de la politique autrement. Le seul qui le fait, le seul qui membre d'un gouvernement, et travaille dans ce gouvernement, mais en même temps garde sa liberté de parole, se permet de dire, non pas sa différence, mais ce qu'il voit de bon pour le pays, il le fait. Donc, je crois qu'il y aura d'autres marches. Je vous annonce d'ores et déjà qu'il y aura un deuxième événement du même type fin août. Et puis il y aura un troisième événement fin septembre avec tous les réformistes européens à Lyon. Mais permettez-moi une dernière chose. Quand j'entends dire sur les sondages, moi je suis un élu de terrain. Et je passe en dehors du Sénat, mon temps sur le terrain, dans ma région de Bourgogne. Si vous saviez le nombre de gens qui ne sont pas encartés, qui ne sont pas en marche, qui me disent « François, t'es ami avec Emmanuel Macron, tu le connais. Quand est-ce que tu nous l'amènes ?» Mais tous les gens veulent le voir, que ce soit des ouvriers, des chefs d'entreprise, ceux qui nous disent « Amène-nous Emmanuel Macron ». On ne me demande jamais d'amener un autre ministre. Ah ben non, jamais. Ah voilà, je vous le sûr. On me demande d'amener Emmanuel Macron. Alors c'est la thrombose pour lui aujourd'hui. Il va là où il peut et partout où il va, ça se passe plutôt bien malgré. Et quand ça se passe mal, c'est parce qu'il est courageux. Quelques images, oui. Et ça, parce que c'est le seul ministre qui va au contact aujourd'hui. Non mais c'est le seul qui va au contact. Attendez, quand il y a des manifestants, il va au contact pour les convaincre. Alors là, il a au moins le courage de le faire. Oui, Jérôme Sainte-Marie, sur cet aspect de capitalisation sur ce meeting, que peut-on conseiller à Emmanuel Macron sur ces 10 mois ? J'aurais un conseiller particulier à Emmanuel Macron, si vous voulez, c'est pas tout mon problème. Mais quant à l'intérêt qu'il y a pour Emmanuel Macron, que vous connaissez sincèrement une personne qui a eu autant de couverture médiatique qu'Emmanuel Macron. Par ailleurs, quel a été le bénéfice ? Mais Emmanuel Macron est présent dans le gouvernement depuis un certain temps. Et dans le cœur des Français aussi. Oui. Quel a été le bénéfice électoral au niveau des élections départementales ou régionales de cette action et de cette présence d'Emmanuel Macron pour la gauche et pour votre propre camp ? En quoi il a servi votre propre camp ? C'est le Griezmann de l'équipe. C'est le Griezmann de l'équipe. Voilà, voilà ce que je pense. Et pourtant, il n'a jamais été élu. Ça reste son principal handicap selon vous, Ambroise Méjean ?
Non, justement, c'est la capacité à montrer aussi qu'on peut faire de la politique sans avoir été élu avant. Il a quand même été ministre pendant 2 ans. C'est pas non plus négligeable. On connaît des présidents qui ont été élus sans être ministre avant. Donc il y a cette possibilité-là de dire qu'il présente un renouveau du système, justement en venant de l'extérieur. Avec un profil très proche de Georges Pompidou, si vous y réfléchissez, ce qui n'est pas un signe de nouveauté absolue. Bien, merci. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Il est 17h30.